Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, merci de me laisser l'opportunité de m'exprimer devant cette commission. J'espère pouvoir apporter une contribution efficace à vos travaux. Quelques mots sur les mandats pour lesquels je suis invité aujourd'hui. Le SDGA, Syndicat des distributeurs et grossistes alimentaires, est une organisation professionnelle créée en 1996 à la Martinique, composée aujourd'hui de 5 membres adhérents, 4 distributeurs et 1 grossiste. J'en suis le président depuis février 2020. Le groupe SAFO est une entreprise familiale fondée en Guadeloupe en 1962 qui opère principalement dans la distribution alimentaire de gros, de demi-gros et de détail en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en franchise à Saint-Martin. J'en suis le président du directoire depuis février 2016. Concernant l'objet de votre commission, je m'exprimerai principalement concernant le secteur de la distribution alimentaire, de gros et de détail, et les territoires de la Martinique en particulier, de la Guadeloupe et de la Guyane, n'étant pas présents ailleurs, ni à travers le syndicat, ni à travers SAFO. Quand on parle de coût de la vie ou de vie chère outre-mer, il est systématiquement fait référence au différentiel de prix observé avec l'Hexagone. Ce différentiel est mesuré par l'INSEE dans des enquêtes de comparaison spatiale, de manière globale et de manière thématique. Pour la Martinique, lors de la dernière enquête qui date de 2015, l'écart ajusté de l'indice de Fischer était au global de 12% et sur les produits alimentaires de 38%. Mon propos liminaire, si ça vous convient, sera structuré de la manière suivante. D'abord les causes de ce différentiel, et en particulier sur les produits alimentaires. Ensuite, la situation concurrentielle des marchés de gros et de détail à prédominance alimentaire en Martinique. Et enfin, les solutions identifiées et les éventuelles difficultés de mise en œuvre. Alors, quelles sont les causes du différentiel et pourquoi celles-ci sont plus fortes, amplifiées sur les produits alimentaires? Le dénominateur commun à tous nos territoires ultramarins est le couple éloignement géographique, taille de marché restreinte. Un marché lointain mais qui serait de plus grande taille, donc permettant des économies d'échelle, ou un marché proche mais de petite taille, comme c'est le cas de la Corse, pose moins de difficultés que des marchés qui sont à la fois lointains et de petite taille. Cette problématique est commune à tous les secteurs économiques, pas seulement la distribution alimentaire. Elle pèse également, notamment, sur la compétitivité de la production locale. Et ces incidences vont au-delà même de l'économie. Elles posent la difficile question de la continuité territoriale dans l'archipel France. C'est notre première difficulté. La seconde concerne l'éloignement. Cet éloignement implique de transporter des marchandises sur de longues distances. Il implique également du temps et des étapes logistiques supplémentaires mais indispensables à l'export comme à l'import. Côté financier, le terme consacré, ce sont les frais d'approche. Les frais d'approche, ce sont l'ensemble des coûts associés aux étapes d'acheminement depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu de vente des produits. C'est là aussi une contrainte qui touche l'ensemble des secteurs, mais son incidence est plus forte sur les produits alimentaires pour 3 raisons. 1, le nombre d'étapes et leurs coûts. 2, la durée de ces étapes. Et 3, le caractère forfaitaire de ces frais d'approche. Concernant le nombre d'étapes, il faut d'abord préciser que le transport vers nos territoires se fait à 99% par voie maritime. Je pourrais parler du fret aérien si vous le souhaitez, mais il est marginal. Ce transport maritime vers les Outre-mer est conteneurisé du fait des longues distances. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Corse, où des camions semi-remorques chargent directement à bord de ferries. Ça fait une grande différence, car si dans les deux cas c'est du transport maritime, dans le cas de la Corse, il n'y a ni empotage ni dépotage de conteneurs, qui constituent des ruptures de charge et donc des coûts supplémentaires. La distance n'est évidemment pas la même, 160 km pour la Corse contre 7000 dans le cas de la Martinique. Je vous propose l'exemple concret d'un transport de conteneurs. Désolé si c'est un peu long. La première étape d'un transport conteneurisé est de contacter un transitaire pour positionner un conteneur vide à proximité soit d'une usine dans le cas d'un conteneur complet, soit d'un entrepôt de consolidation dans le cas d'un conteneur d'assemblage. Cette usine ou cet entrepôt doivent être en capacité de réaliser un empotage, c'est-à-dire de remplir le conteneur de marchandises. C'est loin d'être le cas de toutes les usines ou de tous les entrepôts du territoire hexagonal, car cette étape est moins simple qu'il y paraît. Il faut arrimer solidement les marchandises pour les préparer à un voyage qui sera long. Il y a des chocs qui peuvent intervenir à bord du navire ou sur les terminaux portuaires. Il faut également optimiser le remplissage du conteneur, et c'est un véritable savoir-faire. L'empotage de produits alimentaires est encore plus délicat, car il faut éviter les écrasements de marchandises, éviter le contact entre certains produits et gérer la notion de température dirigée qui rend cette étape plus sensible. Toutes les usines et les entrepôts n'ayant pas la capacité à effectuer ces opérations, il arrive qu'il faille livrer la marchandise vers un entrepôt spécialisé qui se chargera de cette étape d'empotage. Une fois empoté, le conteneur est plombé, c'est-à-dire qu'il est scellé pour garantir son contenu. Il est ensuite tracté sur route jusqu'au terminal portuaire de départ. À noter que le transport routier des conteneurs, qui s'appelle la traction, coûte plus cher que du transport routier conventionnel. Une fois sur le terminal, le conteneur va être gruté à bord du navire. C'est là qu'il s'acquitte du fret et des frais associés au fret, notamment le correctif conjoncturel carburant, appelé IFP ou BAF, dont la valeur a été très forte en 2022 du fait des cours mondiaux des hydrocarbures. Arrivé au port de destination, le conteneur est gruté hors du navire.
C'est au terminal portuaire de destination qu'il paye les droits de port et les droits de douane spécifiques, en l'occurrence l'octroi de mer, dont l'assiette, c'est-à-dire la base taxable, comprend la valeur des marchandises au départ, ainsi que toutes les étapes jusqu'à celle-ci, y compris l'assurance de la cargaison. Le conteneur fait ensuite l'objet d'une nouvelle traction routière hors du terminal de destination vers soit un magasin. C'est le cas le plus court, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent, car tous les magasins n'ont pas la capacité de réceptionner un conteneur complet ni de le dépoter. Et ceux qui en ont la capacité, généralement les grands hypermarchés, ne peuvent pas le faire sur toutes les familles de produits. Ça dépend de la vitesse d'écoulement des produits, ça dépend aussi de leur durée de vie résiduelle. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, le conteneur est tracté vers un entrepôt, où il sera dépoté, stocké, puis livré vers un magasin. Le dépotage, qui est l'inverse de l'empotage, c'est le déchargement, est aussi plus complexe qu'il n'y paraît. Les éléments de calage ont pu bouger pendant le transport, il faut éviter l'effondrement des marchandises. Cet entrepôt peut être celui d'un transitaire. Certains sont dotés d'une capacité logistique, celui d'un logisticien pur qui ne fait que de la logistique, ou celui d'un grossiste. Cela revient au même. Cette étape est indispensable à tous les magasins qui n'ont pas la capacité de recevoir des containers complets, donc c'est-à-dire tous les supermarchés et tous les magasins de proximité. Je rappelle qu'il n'existe pas de compensation des coûts d'acheminement vers les Outre-mer, contrairement par exemple à la Corse qui bénéficie d'un dispositif de continuité territoriale. Donc toutes les étapes que j'ai citées et leurs coûts sont répercutés dans le prix de revient des produits. Concernant la durée des étapes, elle a plusieurs conséquences. D'abord, elle impose des couvertures de stock plus importantes pour faire la jonction entre deux expéditions. On appelle ça des cycles longs d'approvisionnement. Il faut détenir plus de stock, donc mobiliser plus de trésorerie, ce qui entraîne un besoin en fonds de roulement plus élevé, a fortiori dans le contexte actuel de l'inflation. Mais également, il faut de l'espace pour loger ces marchandises et donc des réserves magasins qui sont plus importantes que leurs homologues hexagonaux et ou avoir recours à des entrepôts. Ensuite, cette durée génère des pertes de produits plus importantes, soit de la casse pendant le voyage, soit quand il y a des imprévus qui rallongent les délais. Ça peut être des décalages de départ navire pour raison d'avarie, ça peut être des phénomènes météorologiques. Ça entraîne le dépassement de durée de vie des produits. Dans les deux cas, c'est de la démarque. Les produits alimentaires sont périssables et les dates de certains produits frais, mais pas que, sont courtes. Donc le temps est générateur de démarque et a un coût financier. Enfin, les frais d'approche présentent, et c'est très important, une troisième difficulté, qui est majeure en ce qui concerne l'alimentaire, ils sont forfaitaires. C'est-à-dire que leur montant ne varie pas en fonction de la valeur transportée. Ce sont les coûts au conteneur, quel que soit ce qui est contenu à l'intérieur. Cette caractéristique est particulièrement pénalisante pour les produits dont le rapport valeur-volume est faible, et la plupart des produits alimentaires sont au cœur de cette définition, et en particulier ceux de première nécessité. Quelques exemples pour illustrer ce caractère forfaitaire. Si on considère que l'ensemble des frais d'approche vers la Martinique représente 5 000 € pour un conteneur, ce qui n'est pas incohérent, alors l'incidence proportionnelle de ces frais dépendra de la valeur des marchandises. Dans le cas d'un conteneur d'eau qui contiendrait 5 000 € de marchandises, là aussi on est sur quelque chose qui est cohérent, les frais d'approche représentent 100% de la valeur du produit. Ça signifie que le produit arrivé en Martinique vaut déjà 2 fois plus cher qu'à son départ, et là personne n'est intervenu, ni un grossiste, ni un distributeur. Si je prends un conteneur de pâtes d'une valeur de 10 000 €, alors j'ai 50% de frais d'approche qui reste très important. Si en revanche je prends l'exemple d'un conteneur de produits électroniques, alors là je peux avoir 500 000 € de valeur marchandise. Là cet exemple encore n'est pas incohérent et les frais d'approche ne sont plus que de 1%. C'est un vrai sujet, ce caractère forfaitaire pour les produits alimentaires et en particulier ceux de première nécessité. J'y reviendrai au moment d'évoquer les solutions. Cela m'amène au dernier volet explicatif du différentiel de prix, la fiscalité locale, c'est-à-dire l'octroi de mer. Je tiens à préciser en préambule que nous n'avons rien contre ce dispositif, dont nous avons depuis longtemps intégré la complexité dans nos organisations. Cette complexité consiste à avoir classifié l'ensemble de nos références selon leur nomenclature douanière, on parle de plusieurs dizaines de milliers de références, et à avoir recours à des commissionnaires en douane au départ et à l'arrivée pour toutes nos expéditions. Ça représente également des emplois. Malgré tout, l'octroi de mer est une composante importante du prix de revient et donc constitue une part explicative du différentiel de prix avec l'Hexagone. Sur l'alimentaire, encore une fois, l'impact est plus fort, car le différentiel de TVA est plus faible. Il est de 3,40% sur l'alimentaire quand on fait la différence entre 2,10, qui est le taux minoré valable en Martinique, et 5,5, qui est le taux hexagonal. Quand sur le non-alimentaire, le différentiel est de 11,5, entre 8,5 taux minoré en Martinique et 20% en hexagone. Ça explique qu'en plus du poids relatif faible des frais d'approche pour le conteneur de produits électroniques, le différentiel de TVA va permettre à ces produits d'être au prix métropole et parfois moins cher qu'en métropole, ce qui n'est pas du tout le cas des produits alimentaires, comme vous le savez. Alors, il y a d'autres facteurs explicatifs au différentiel, mais dont la part est plus faible, donc je vous propose simplement de les évoquer sans les détailler. Il y a les coûts de construction, le surcoût des matériaux, les normes antisismiques, anticycloniques qui concernent tous les bâtiments, et donc, in fine, soit les loyers, soit les niveaux d'amortissement, la disponibilité et le coût du foncier, et d'autres causes, mais plus faibles.
J'en arrive à la situation concurrentielle des marchés de gros et de détail à dominante alimentaire en Martinique, en commençant par le gros. Quand on interroge la base sirène de l'INSEE, on aboutit à, en Martinique, plus de 200 établissements dont les codes APE correspondent à du commerce de gros à prédominance alimentaire. Nous en connaissons une cinquantaine de principaux, qui sont les fournisseurs de nos magasins. Ils peuvent être généralistes, ils peuvent être spécialisés par famille de produits. Certains industriels locaux sont également grossistes, en plus de leur activité industrielle. Il y a aussi des logisticiens purs et des transitaires ayant des capacités logistiques qui permettent à leurs clients de faire des importations directes. Cela rentre dans le champ concurrentiel de l'activité de grossiste. Aucun magasin en Martinique, et c'est vrai à mon avis pour le reste de l'outre-mer, n'est en capacité de fonctionner complètement sans une étape logistique locale. Elle est indispensable et elle fait partie de la logistique import dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle rentre dans les frais d'approche. Je me tiens évidemment à votre disposition pour toute autre information concernant le commerce de gros. Concernant le commerce de détail, sur les 9 principaux groupes d'enseignes qui composent le paysage hexagonal de la grande distribution, à savoir Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, Coramatch, Lidl et Aldi, 6 sont représentés en Martinique. 6, ce n'est pas ridicule quand on considère d'un côté 65 millions d'habitants et de l'autre 350 000. Il faut savoir que les groupes intégrés Carrefour, Casino, Auchan ne sont pas directement présents outre-mer. Ils passent systématiquement par des franchisés. Il y a eu 2 exceptions à cela par le passé. Coramatch a racheté en 2000 son franchisé Prix Mystère et Noir, qui était un acteur de premier plan aux Antilles et en Guyane, qui avait des difficultés financières. Coramatch l'a revendu en 2011. Le groupe Casino a racheté en 2005 sa filiale, son franchisé pour l'océan Indien, Vendémia, qu'il a revendu récemment en 2019. On peut s'interroger sur pourquoi ces enseignes ne viennent pas en propre. La meilleure réponse viendra des groupes eux-mêmes, ceux qui sont partis ou ceux qui ne viennent pas. Moi, je pense notamment à Lidl et Aldi qui ont des stratégies de développement très agressives sur le territoire hexagonal et qui ne sont pas présents outre-mer. S'ils sont sollicités par votre commission, j'imagine qu'ils y répondront. Notre lecture à nous, c'est qu'ils n'ont pas estimé le rapport potentialité sur complexité suffisamment intéressant. La potentialité, c'est encore une fois la taille de marché, celle actuelle et celle future. Il est vrai que les perspectives de décroissance démographique dans certains territoires peuvent inquiéter à juste titre. Et le facteur de complexité, ce sont les frais d'approche et la fiscalité dont j'ai parlé. Il y a un véritable enjeu d'attractivité des investissements outre-mer, et c'est aussi vrai dans la grande distribution. On peut citer d'autres secteurs où il y a eu des départs récents, des compagnies maritimes, Gist et Maersk, tout récemment, une banque, la Société Générale. Mais concernant la grande distribution, on a encore vérifié récemment ce manque d'attractivité lors de la vente des actifs des groupes Lancry et Charles Euen. Il y a 2 groupes Euen, mais là je parle de celui qui représentait les enseignes Casino et qui a disparu. Lorsque leurs actifs étaient en vente, ils ont eu à faire, à la demande de l'autorité de la concurrence, la publicité des ventes au niveau national, auprès de toutes les enseignes et au niveau même européen. Il n'y a eu aucun candidat au rachat de ces actifs. Pourtant, il y avait dans le lot des actifs intéressants. Il y a uniquement des groupes locaux qui se sont portés acquéreurs de ces actifs. L'autorité de la concurrence veille à ce que les règles de concurrence soient scrupuleusement respectées. On le voit en ce moment avec le dossier Batelière, que vous avez certainement, monsieur le rapporteur, suivi, en Martinique. En cours d'acquisition par le groupe Parfait, l'autorité n'a pas autorisé cette opération, compte tenu de la proximité d'un autre hypermarché. En Outre-mer, l'autorité utilise des critères d'études renforcés. Par exemple, le seuil d'analyse des concentrations dans l'alimentaire n'est pas de 15 millions, mais de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, pour donner un ordre d'idée, c'est une grosse supérette outre-mer. Une amélioration de l'attractivité permettrait de résoudre cette situation. En dehors de l'analyse de dossiers spécifiques, l'autorité a eu à rendre des avis plus généraux sur la concurrence, sur le niveau de concurrence outre-mer en 2009 et en 2019. Et si la situation de la grande distribution avait été si profitable, ces avis auraient rendu des conclusions négatives, ce qui n'a pas été le cas, et nous n'aurions pas assisté à la disparition ou au départ progressif de plusieurs acteurs. Notre secteur, qui est en bout de cycle, est souvent considéré comme responsable des écarts de prix. C'est aussi lié à la fréquence de passage dans nos magasins, plusieurs fois par semaine, et au fait qu'une partie importante de nos produits soit de première nécessité. J'ajoute, et cela me semble important, que dans le compte de résultat d'un magasin ultramarin, en bas de page, il y a dans le meilleur des cas 1, 1,5 ou 2% de résultats. On est sur des métiers de volume, certes, et ce qui est probablement beaucoup plus faible que les idées reçues qui peuvent circuler. Je souhaiterais maintenant aborder les solutions identifiées et leurs difficultés de mise en œuvre, et en particulier vous parler de 5 solutions. Le développement de la production locale, la coopération régionale, la remise en place de tarifs export de la part des fournisseurs pour les territoires ultramarins français, l'intégration verticale de davantage d'acteurs dans les dispositifs tels que le BQP ou le BQP+, la péréquation des frais d'approche et de la fiscalité, et enfin la continuité territoriale. Sur le développement de la production locale, il est vertueux à bien des égards, développement de l'emploi, développement des investissements, attractivité, meilleure autonomie alimentaire, autant de raisons pour lesquelles tous les distributeurs
adhérents du SDGA, mais au-delà, l'appellent de leur vœu et s'inscrivent tout à fait dans cette dynamique. La problématique principale reste la compétitivité des produits locaux. Ils sont soumis à des handicaps structurels qui sont liés au fameux couple éloignement-taille de marché. Concrètement, les industriels sont obligés d'interrompre leurs outils productifs, ce qui est coûteux. Ils ne peuvent pas trouver toutes les matières premières localement et ils ne bénéficient pas ou peu d'économies d'échelle. Une solution pourrait être d'étudier la mécanique de soutien à la production locale. Aujourd'hui, il existe 3 mécanismes qui cohabitent. Sur l'énergie, la péréquation et la solidarité nationale font que les Martiniquais payent 25% du coût réel de production de leur électricité. Ce, grâce au calcul du coût de l'énergie qui tient compte de l'ensemble du parc productif national, centrales nucléaires hexagonales comprises. C'est particulièrement efficace, et nous l'avons vu récemment avec les hausses du coût de l'énergie, mais c'est difficilement transposable à des produits. Il faudrait pour cela que des spécialistes se penchent sur cette opportunité. Sur l'agriculture, en particulier celle qui est destinée à l'exportation, le mécanisme est différent. On considère que ces produits subissent une concurrence déloyale d'autres pays étrangers, en particulier sur les salaires, où ces pays pratiquent des salaires extrêmement bas, ou sur les normes, où les modes de production ne respectent pas les normes européennes ou françaises, sur les pesticides utilisés, sur les modes de production. Donc des subventions françaises et européennes viennent baisser le point mort de ces producteurs, des producteurs, pour les rendre plus compétitifs à l'export. Ça fonctionne et ça permet de faire rayonner le territoire. Sur l'industrie, c'est un 3e dispositif qui est utilisé. C'est le différentiel d'octroi de mer. Le raisonnement est le suivant. Puisque les produits industriels locaux ne peuvent pas être compétitifs du fait des handicaps structurels, du couple éloignement-taille de marché, qui sont des raisons tout à fait valables, alors on vient impacter les produits importés pour qu'ils soient plus chers. On vient réguler la compétitivité à la baisse. Ça pourrait fonctionner si le consommateur ultramarin en avait les moyens. Ce n'est pas le cas. Les statistiques de seuil de pauvreté le confirment. Nous nous interrogeons donc sur la possibilité d'utiliser le second mécanisme, celui qui concerne l'agriculture, sur l'industrie. En somme, un dispositif qui permettrait plus de compétitivité aux produits locaux et qui mettrait la pression sur les produits importés plutôt que l'inverse. Cette position ne fait pas l'unanimité. Je donne simplement à votre commission l'avis d'un distributeur profane. Ça me permet néanmoins de faire une transition avec la solution suivante, la coopération régionale. Elle est souvent évoquée, mais difficile à mettre en œuvre dans le contexte actuel. Qui dit coopération régionale dit échanges bilatéraux, dans les deux sens. À l'export depuis nos territoires vers les voisins, à l'import dans l'autre sens. Chaque flux a ses contraintes propres. À l'export, c'est la compétitivité des prix qui pose problème. Nos voisins sont des pays au PIB et au PIB par habitant beaucoup plus faibles que nos territoires ultramarins, qui recherchent donc beaucoup plus de compétitivité prix. Peut-être que l'idée précédente permettrait de déverrouiller cette contrainte. Et dans l'autre sens, à l'import, on rencontre des problèmes de normes ou d'équivalence de normes. Nos territoires sont européens, nos voisins ne le sont pas, ou pas toujours. Et il y a de vrais sujets réglementaires auxquels s'ajoutent parfois des problèmes de protectionnisme avec des droits de douane élevés ou des quotas. La bonne nouvelle concernant cette coopération régionale, ce sont nos capacités logistiques et c'est aussi la réactivité des compagnies maritimes, comme CMA-CGM, qui n'a pas attendu les volumes pour mettre en place des lignes interrégionales. J'ai en tête l'exemple du service Kalinago, qui est assez récent, qui permet de relier la Martinique à la Dominique, à Porto Rico, à Saint-Martin côté hollandais, à Antigua et Barbuda, Trinidad et Tobago, Grenade, la Barbade, Saint-Vincent et Sainte-Lucie. L'autre bonne nouvelle, c'est la volonté politique sur ce sujet qui semble forte. J'ai vu la CTM se déplacer dans des territoires voisins. Donc si on arrive à lever les premiers obstacles, c'est une opportunité qui peut exister. Sur les tarifs export, en dire deux mots, ils ont existé par le passé. Les fournisseurs nous proposaient des tarifs minorés pour des territoires ultramarins. Ça n'existe plus et nous n'avons pas, nous, distributeurs, la capacité de remettre cela en place. Pourtant, ça permettrait de gommer, d'absorber une partie du différentiel. Sur l'intégration verticale de davantage d'acteurs dans les dispositifs tels que le BQP ou le BQP+, aujourd'hui et depuis 2012, seuls les grossistes et distributeurs sont signataires du BQP. La CMA a été signataire du BQP+, en 2022, mais on déplore le fait que d'autres acteurs ne se joignent pas à ces dispositifs qui concernent pourtant des produits de première nécessité. Cela leur conférerait plus d'efficacité. Là encore, peut-être que la volonté politique locale et nationale permettrait de résoudre ce sujet. Je rappelle qu'au sortir de 2009, il y avait eu un dispositif qui s'appelait le BCBA. Et le BCBA était tripartite entre les distributeurs et grossistes, les compagnies maritimes et la région qui avait fait des efforts d'octroi de mer. Quatrième proposition, la péréquation des frais d'approche et de la fiscalité. J'ai entendu que l'économiste Olivier Sudry, vous avez parlé de cette option. On part d'un constat, c'est celui que j'ai fait au départ, c'est que les produits alimentaires ont un différentiel plus élevé que le différentiel général. L'idée serait de venir lisser ce différentiel pour moins impacter les produits les plus sensibles. Notre proposition, c'est de lisser les écarts en soulageant les produits de première nécessité, en venant impacter des produits de dernière nécessité. Alors cette notion n'existe absolument pas, elle n'est pas officielle. Pour autant, on pourrait imaginer des produits polluants, des produits de luxe, en tout cas des produits qui ne concernent pas les ménages les plus modestes.
Des produits qui, s'ils avaient un différentiel plus élevé, ne généreraient pas de tension sociale. L'idéal, ce serait que les frais d'approche soient facturés en pourcentage, évidemment, et non au forfait, mais cette option est écartée par les différents intervenants, ce que nous respectons. Donc, puisque ce n'est pas le cas, les distributeurs membres du SDGA ont imaginé un dispositif compensatoire pour les frais d'approche qui permettent de lisser le différentiel. Il vient a posteriori de l'importation et il fonctionne un petit peu comme une aide au fret. Pour la partie fiscalité, c'est exactement la même logique, avec un postulat de départ, maintenir absolument les recettes d'octroi de mer, mais fonctionner différemment sur la mécanique de taux et leur équilibre. C'est-à-dire venir soulager les taux des produits de première nécessité, très sensibles, ceux qui n'ont pas d'équivalent local, et venir peut-être impacter d'autres produits moins sensibles. Alors ça reste à définir, je ne dis pas que j'ai la solution, mais peut-être notamment dans les produits électroniques, on a observé que les écarts étaient très faibles s'ils étaient de 5% ou de 10% plus élevés. Je ne pense pas qu'il y aurait de tension sociale. D'ailleurs, on observe que sur les produits électroniques, en général, les taux d'octroi de mer sont faibles. Je ne sais pas s'il y a une raison intrinsèque à cela. En attendant, c'est une réalité. Il pourrait peut-être servir à financer le dispositif dont on parle. Enfin, la continuité territoriale, et j'aurais terminé, j'étais très long, je pense que les 10 minutes, je ne les ai absolument pas respectées. Elle permettrait tout simplement de gommer les différentiels en le finançant. Elle est souhaitée par certains élus locaux. Nous soutenons cette idée dans la mesure où nous sommes des territoires français, petits et lointains, mais français. Nous n'avons pas estimé le coût d'une telle continuité pour la Martinique, mais nous pensons que votre commission est en capacité de le faire. J'ai terminé mon propos liminaire et je vous remercie pour votre écoute. Écoutez, en effet, on peut dire que vous avez bénéficié d'une vision un peu élastique des 10 minutes, mais comme votre propos était très structuré, et je vous en remercie. D'ailleurs, je pense que pour votre pénitence de ce dépassement, nous allons vous shipper vos notes pour pouvoir les transcrire, parce qu'en effet, c'est extrêmement construit. Et comme il y a de nombreuses propositions, je pense que d'une part, les uns et les autres ne manqueront pas d'y réagir, mais qu'elles nous seront très utiles. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur Despointes. D'abord, sur la SDGA, vous avez parlé de 5 adhérents. Pouvez-vous donner la liste de ces 5 adhérents, s'il vous plaît? Bien sûr. 4 distributeurs et un grossiste. Pour les distributeurs. Il faut que tu... Alors, c'est bon. Pour les distributeurs, le groupe Parfait, pour l'enseigne Leclerc, GBH pour les enseignes Carrefour et Euromarché, Créo pour les enseignes Leader Price, Caric Price, Megastock, Safo pour les enseignes Carrefour Market, Carrefour Express, 8-8, Proxy et Promocash. Et le grossiste, il s'agit du groupe Roger Albert. Et votre syndicat aujourd'hui, quelle est sa mission et son rôle? Aujourd'hui, le syndicat a pour objectif d'échanger entre distributeurs sur des problématiques communes. Ces problématiques sont le développement de la production locale. Elles sont de manière macro, parce qu'ensuite la négociation est individuelle, la gestion par exemple du BQP ou du BQP+, et elles sont aussi environnementales. Nous avons conduit une étude sur le réemploi du verre avec l'ADEME en Martinique. Tous les sujets qui ne sont pas des sujets de prix ou de concurrence, ni des sujets sociaux. Très bien. Je vais maintenant m'intéresser au groupe Safo, dont vous êtes le président du directoire. Est-ce que vous pouvez me donner les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes actif? Les territoires d'outre-mer, il me semble que vous les avez nommés Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais peut-être préciser. Est-ce que vous êtes implanté ailleurs dans les outre-mer? Quelles sont les enseignes qui appartiennent au groupe Safo? Quelles sont les parts de marché qui sont détenues par le groupe Safo, par secteur et par territoire? Et j'aimerais savoir aussi pourquoi vous n'avez pas déposé les comptes du groupe Safo en 2019, 2020, 2021 et 2022. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Le groupe Safo exploite, opère, je lisais dans la distribution alimentaire principalement, de détail, de demi-gros et de gros. Dans le détail, nous sommes partenaires du groupe Carrefour pour les enseignes Carrefour. En Martinique, nous avons un hypermarché. Carrefour Market, Carrefour Express 8-8 et Proxy. Nous sommes également distributeurs de produits non alimentaires spécialisés avec l'enseigne Fnac. Nous exploitons l'enseigne Maison du Monde. Picard. Pour le demi-gros, c'est l'enseigne Promocash, le Cash & Carry. Et nos structures grossistes n'ont pas d'enseigne. Ces enseignes ne nous appartiennent pas, on est franchisés. La seule enseigne qui nous appartienne s'appelle Marché Service. C'est un concept de distribution locale que nous testons pour l'instant en Guadeloupe. Concernant les parts de marché détenues par le groupe Safo, nous ne les connaissons pas. Elles ne sont pas publiques. On a des publications nationales de parts de marché de distributeurs. Le panéliste Kantar, notamment, fait une publication mensuelle qui n'a pas de continuité outre-mer. Donc on ne connaît pas nos parts de marché.
on pourrait les estimer à grosse maille si on raisonnait en mètres carrés de surface de vente, mais ce n'est pas le critère retenu. En chiffre d'affaires, on ne connaît pas les chiffres d'affaires de nos concurrents. En revanche, l'autorité de la concurrence a eu, au cours de ses travaux, soit ses travaux spécifiques lors d'acquisition, soit ses travaux d'ordre plus général, à mesurer ses parts de marché à la fois sur le gros et sur le détail. Nous ne connaissons pas les résultats de ces travaux. Quant aux comptes, nous ne les avons pas déposés pour des raisons de confidentialité. Maintenant, ils sont tenus à la disposition de votre commission. Je pourrais vous les remettre de manière écrite.